Professeur Martin Guettia, qu'est-ce qu'il faut comprendre par travail des enfants, déjà? Merci, Ivan. Par travail des enfants, il faut comprendre l'utilisation ou l'emploi d'un enfant. Bon, un enfant, c'est une personne qui est âgée de moins de 18 ans dans une activité qui le prive de son enfance, de sa croissance et qui peut le mettre en danger. Donc, pour tout dire, le travail des enfants, en fait, il faut dire que le travail dangereux des enfants. Donc, s'il n'y a pas de danger, on ne peut pas parler de travail des enfants. On ne peut pas parler du travail des enfants s'il n'y a pas de danger. D'accord. S'il n'y a pas de danger. Vous ressemblez à quelqu'un de très intelligent, de très épanoui, qui a réussi dans sa vie. Je reste persuadé que vous êtes passé par la case travail dans la plantation avec vos parents. Me trompe-je? Non, pas du tout. Je suis fils de paysan. Fils de paysan. Et j'ai grandi dans les plantations aussi. Ben voilà. Donc, vous n'y étiez pas contraint? Pas du tout. Vous avez manipulé la machette? À un certain âge, oui. C'est dangereux, la machette? Oui, c'est dangereux, mais pas à tout âge. Vous n'avez pas pour autant travaillé? C'était pas sous la contrainte. D'accord. Et si c'était sous la contrainte? Donc, il faut qu'il y ait danger et contrainte. Il faut qu'il y ait danger. Allez-y, madame. Contrainte, ça veut dire je n'ai pas envie de le faire et les parents me forcent, c'est ça? Alors, il faut faire la part. Parents ou Oui. d'autres personnes? Parents ou on. Oui, il faut faire la part des choses. Alors, pour parler du travail des enfants, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut considérer. D'abord, il faut considérer la nature du travail. Si le travail est dangereux de par sa nature, si le travail empêche l'enfant d'avoir une éducation, d'aller à l'école ou même quand il est scolarisé et que par moment, on lui impose de travailler et que cela peut freiner sa scolarisation, tous ces éléments-là, tout ce qui empêche l'éducation, tout ce qui a une incidence sur l'éducation, la santé, la moralité et la sécurité de l'enfant, c'est toutes ces activités-là qui sont considérées comme travail des enfants. Comment on apprécie le niveau de dangerosité d'une activité? Parce que je reviens à l'exemple de la machette. Vous avez un enfant qui accompagne son père en vacances scolaires pour justement connaître le travail de la terre. Il n'y a aucune contrainte. C'est juste qu'il utilise la machette. Son papa va juste lui dire attention à la manipulation, mais il a quand même la machette et tout. Alors, effectivement, l'utilisation des outils dangereux, tels que la machette est un outil tranchant, et également la manipulation de produits toxiques, de produits dangereux, sont effectivement des critères que nous considérons pour qualifier donc, un travail de dangereux. D'accord. Qu'un enfant ne doit pas faire. D'accord. Voilà. Mais, alors pour être très clair, il faut considérer donc, un certain nombre de critères, comme je l'ai dit. Dans un premier temps, la nature même de l'activité. Et dans un second temps, une activité peut ne pas être dangereuse en soi. Par exemple, je peux demander à mon enfant à la maison de faire la vaisselle, de desservir la table quand nous avons fini de manger et de faire la vaisselle. Ça, c'est une affaire de 2-3 minutes. Mais par contre, si j'embauche un enfant dans mon restaurant, au détriment de sa scolarisation, et que je l'emploie à faire la plonge du matin au soir, donc la longue durée fait que le travail, qui initialement n'était pas dangereux, devient finalement dangereux. Donc, il y a un certain nombre de critères. Donc, il faut regarder donc, la nature de l'activité et aussi les circonstances dans lesquelles l'activité se déroule. Est-ce que c'est une réalité en Côte d'Ivoire que les enfants travaillent? Bien entendu, oui, bien entendu, c'est une réalité en Côte d'Ivoire et ce n'est pas aussi l'apanage de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une réalité mondiale. En 2020, il y a eu donc une estimation mondiale qui a estimé qu'il y avait à peu près 160 millions d'enfants qui sont concernés. Dans le monde? Dans le monde. Et en Afrique subsaharienne, nous avons un peu plus de 86 millions d'enfants qui sont concernés. Et en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 2,3 millions d'enfants qui sont concernés. Dans quel type d'activité, dans quel secteur? Alors, dans toutes les activités économiques en Côte d'Ivoire, c'est que notre économie est dominée par le secteur informel, malheureusement. Et c'est dans ce secteur informel qu'on trouve le plus d'enfants travailleurs. Et le secteur dans lequel on trouve beaucoup plus d'enfants, c'est dans le secteur agricole. Le secteur agricole. Ensuite, nous avons le commerce. Le commerce, également le travail domestique, malheureusement. Et puis, il y a le secteur du transport, des mines également. Voilà, donc, voici les secteurs où on trouve le plus d'enfants travailleurs. Vas-y. Non, en fait, sur la définition de ce qui peut être un travail pour un enfant, par exemple, est-ce que les jobs de vacances sont considérés comme un travail d'enfant? Si pendant les vacances, par exemple, on lui achète une boîte à cirage et qu'on lui dit, bah, écoute, pour la rentrée, on aurait besoin que tu contribues un petit peu, donc voilà, tu vas aller chercher des ristournes en vacances. Est-ce que ça constitue... Alors, vous me donnez l'occasion de dire qu'il y a deux catégories de travail des enfants. En fait, ce qui est interdit.
Alors, il y a ce qu'on appelle les pires formes de travail des enfants. C'est ce qui est intrinsèquement dangereux, tel que la traite, l'esclavage, où on astreint un enfant à faire des choses inhumaines et qui sapent totalement son avenir. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle donc les pires formes de travail des enfants. Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle les travaux dangereux. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une activité qui n'est pas dangereuse en soi, mais quand on tient compte de la façon dont l'activité se déroule, ça peut devenir une activité dangereuse. Si par exemple l'enfant qui est en vacances, alors cela est réglementé, on appelle ça dans notre jargon les travaux légers. Les travaux légers, c'est la possibilité qui est donnée à un enfant qui est âgé de 13 à 16 ans de pouvoir exercer une activité économique pour avoir un peu d'argent de poche, mais sous certaines conditions. Et de ne pas faire ça la nuit, par exemple. Il ne faudra pas la nuit, pas au-delà pas au-delà de 19h et pas avant 7h. Vous voyez, donc c'est bien balisé, mais il faudrait que l'enfant aussi jouisse quand même d'un temps pour se reposer. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte. Alors, nous avons un arrêté qui définit les travaux légers et cet arrêté définit vraiment les critères par rapport auquel on peut dire ce tel travail est léger ou pas. Il y a beaucoup d'enfants mineurs justement dans les rues qui travaillent, qui font de la vente. Et ce n'est pas nécessairement ou forcément du fait de leurs parents. C'est peut-être parce qu'ils estiment, eux, qu'ils doivent impérativement mener ces activités. Est-ce que ça, c'est considéré aussi comme le travail des enfants? Oui, si les conditions sont réunies, par exemple... Ils sont employés par personne, hein, oui, effectivement, c'est du travail. C'est-à-dire que le travail des enfants, ce n'est pas le fait de travailler pour une autre personne, mais c'est le fait d'exercer une activité dangereuse pour soi-même, pour son éducation, pour son avenir. Effectivement, ça peut être considéré comme du travail des enfants. Nous avons aussi des cas d'enfants qui sont, qui sont immigrés, ce qu'on appelle les enfants non accompagnés, qui décident d'aller à l'aventure, qui se retrouvent par exemple en Côte d'Ivoire et qui exercent un certain nombre d'activités dangereuses, mais c'est aussi considéré comme du travail des enfants. Petit canon? Il y a les enfants, ils sont au plateau. On les trouve souvent à jamais. Et quand tu passes, tu tires ton pantalon, ils veulent l'argent. Les enfants comme ça, c'est quel travail? Alors ça, c'est la mendicité. Hein. La mendicité, ce n'est pas vraiment du travail. Mais derrière ça... il y a une organisation derrière. Très bien, c'est de ça que je veux parler. C'est-à-dire qu'un enfant qui est vulnérable, qui a des difficultés et qui fait la manche pour avoir un peu d'argent, ce n'est pas du travail. D'accord. C'est pour survivre, c'est pour sa survie. Mais c'est bon, parce qu'on peut les mettre en voiture ou pas dire. Oui, il y a effectivement des risques. C'est pour ça que dans notre approche, dans notre vraiment approche de la question, nous ne laissons pas ces facteurs à côté. Le titre de notre plan d'action, c'est bien le plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Très bien. La définition que vous nous avez donnée tout à l'heure est la même que celle des ONG internationales. Est-ce que c'est comme ça que c'est considéré? Oui, je pense qu'il y a des conventions. Voilà, il y a des conventions au niveau international qui définissent donc le travail des enfants. Il s'agit notamment de la convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, voilà, qui nous donne vraiment tous les critères pour caractériser le travail des enfants. Et aujourd'hui, nous sommes bien alignés. Mais là où il y a souvent quelques difficultés, c'est l'interprétation donc, de ces définitions, de ces critères. Surtout au moment de faire des enquêtes. Il y a souvent des amalgames qui sont faits et donc qui fait que finalement... Lesquels amalgames, par exemple, nous avons eu quelques difficultés à un moment donné où il suffit, par exemple, pour des personnes qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas accoutumées à nos coutumes, de voir un enfant partir au champ avec ses parents, même si c'est en dehors des heures de classe, voilà, il estime que bon, ce n'est pas la place de l'enfant. Est-ce qu'ils comprennent ce discours-là? Je pense que de plus en plus, et là vous me donnez l'occasion véritablement de remercier vraiment l'action de Madame la Première Dame qui, depuis 2011, en tout cas apporte un appui considérable au gouvernement à travers donc un plaidoyer qu'elle fait à travers tout le monde entier. Voilà. Et cela a permis aujourd'hui vraiment de clarifier les choses et de permettre aussi à la Côte d'Ivoire donc de disposer d'un certain nombre de documents juridiques qui clarifient ce que nous voudrions que les uns et les autres considèrent quand ils veulent faire des enquêtes en Côte d'Ivoire. C'est cela. Et cela est bien aligné avec les conventions internationales. Vous l'avez dit, il y a un peu plus de 1 500 000 enfants qui travaillent au regard de la loi, des textes qui réglementent la question. Qu'est-ce qui est fait justement pour régler la question? Alors merci Ivan. Alors je dois aussi, si vous le permettez, remercier véritablement la vision du président de la République
qui, depuis 2011, a fait de la lutte contre le travail des enfants vraiment une priorité de l'action Il gouvernementale. y a même un conseil national qui est chargé de veiller à cela. Alors, en 2011, nous avions véritablement un problème, parce que le phénomène n'a pas commencé seulement en 2011. Le problème, depuis 2002, depuis les années 2000, on parle du travail des enfants. Des actions ont été initiées, mais qui n'ont pas eu vraiment les résultats escomptés. Et le président de la République avait demandé qu'on fasse le point de tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire et également quel est l'impact que cela a. En 2011, nous n'avons pas pu capitaliser les efforts parce que le travail n'était pas organisé, ce n'était pas structuré. Chacun travaillait un peu de son côté, si bien qu'il était difficile de capitaliser véritablement les acquis. Et donc, pour remédier à cela, il a donc créé 2 comités. Donc, un comité interministériel qui regroupe l'ensemble des acteurs gouvernementaux pour une meilleure coordination des actions. Et puis également un comité national de surveillance qui est présidé donc par la Première Dame, qui regroupe l'ensemble des acteurs privés, les acteurs non gouvernementaux. D'accord. C'est assez clair là maintenant dans la compréhension. Un cadre de coordination pour nos partenaires et également un cadre de coordination pour les acteurs gouvernementaux. Et les 2 comités travaillent véritablement en synergie. Et c'est ensemble que nous définissons donc les politiques à mener en Côte d'Ivoire. On a même vu d'ailleurs dans des reportages diffusés sur NCI des descentes musclées des forces de sécurité pour appréhender des réseaux qui utilisent justement des enfants pour des travaux spécifiques. Il y a un véritable trafic. Absolument, faut pas se le cacher. Absolument. Non, je dois dire qu'avec la vision du président de la République, vraiment, la lutte contre les enfants est plus structurée et il y a un certain nombre de mesures, des réformes structurelle, parce qu'il ne fallait pas se contenter d'agir sur les effets du phénomène, il fallait agir sur les causes. Sur les causes. Or, la cause fondamentale, c'est la pauvreté. Et tout à l'heure, j'ai vu dans l'élément qui est passé dans la publicité, donc, le RSTI, donc, qui est le régime social des travailleurs indépendants, voilà, qui fait partie donc, de l'ensemble des instruments que le président donc, a mis en place pour pouvoir lutter contre la pauvreté et lutter de manière indirecte également sur la vulnérabilité donc, des ménages et qui pousse souvent les enfants à travailler. Sonia. Il y a un ensemble de mesures qu'on pourrait évoquer. On va évoquer dans quelques instants. 2 questions. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de cartographier les différentes zones où on retrouve des enfants qui travaillent? Et qu'est-ce que moi, en tant que citoyen lambda, je dois faire si je constate un cas où un enfant est exploité? D'accord. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a eu en 2016 donc, une enquête nationale qui a été menée en partenariat avec l'UNICEF pour comprendre un peu l'incidence du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Et cette étude nous a permis de cartographier effectivement l'incidence du travail des enfants sur tout le territoire national. Donc, aujourd'hui, nous avons une cartographie. Nous savons là où le travail des enfants est plus accentué et là où c'est moins important. Et ça permet effectivement au gouvernement de mieux adresser sa politique. Et à côté de cela, le gouvernement a mis en place, vous savez, les enquêtes nous donnent des chiffres, mais ce sont des chiffres ponctuels. Et le phénomène, c'est un phénomène qui est dynamique, n'est pas statique. C'est cela. Donc, le gouvernement a mis en place donc, un mécanisme qui est le système d'observation du suivi du travail des enfants, en abrégé SOSTECI, qui va permettre effectivement de se déployer sur tout le territoire national pour, en temps réel, faire l'observation du travail des enfants, qui va permettre donc, de manière précoce d'identifier les risques, parce qu'il ne faut pas attendre que le phénomène arrive avant d'agir. Donc d'abord, on va agir sur les risques, sur les causes, mais si éventuellement, malgré les mesures de prévention que nous mettons en place, si éventuellement il y a des cas, alors le dispositif permet d'identifier vraiment ces enfants victimes et de pouvoir les prendre en charge. On les met où ? Tout à l'heure, j'ai remercié la Première Dame pour son engagement personnel, qui non seulement fait la sensibilisation au plan international, mais également fait de la mobilisation de ressources pour aider. Et la Première Dame donc, a construit et cédé à l'État de Côte d'Ivoire des zones de transit. 3 centres d'accueil et de transit. Donc un centre à Sobré, un à Boaké et un à Ferké. Absolument. Et à côté de ces centres également, il y a les centres sociaux du gouvernement. Et il y a également certains partenaires des ONG qui ont aussi des structures d'accueil et qui nous apportent donc vraiment une aide. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On est obligé malheureusement d'abréger les choses. Peut-être pour terminer, Sonia a soulevé tout à l'heure la responsabilité du citoyen en tant que tel. Qu'est-ce qu'un citoyen devrait faire pour contribuer aussi à cette lutte-là, en 30 secondes? Alors, nous avons mis en place des numéros verts. Voilà, le 116, par exemple. Le 116, c'est un numéro vert sur lequel vous pouvez appeler à tout moment, et c'est gratuit, pour pouvoir donc dénoncer donc, des cas. Mais vous pouvez saisir
quelle que soit la localité où vous êtes, il y a des autorités qui sont dédiées à cette lutte, donc les centres sociaux. Donc, il ne faut pas hésiter, évidemment, à se rapprocher de ces autorités-là pour dénoncer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions, docteur Martin Guettia.